Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode en mode vidéoclub de Retour à l'écran. Un épisode dans lequel nous allons une nouvelle fois remettre en lumière 3 longs métrages qui ont marqué nos années VHS. Le format qui envahira à la fin du siècle dernier les foyers du monde entier. À la fin des années 70, on a vu arriver la VHS, puis quelques mois après ou quelques années après, le V2000 et le format Betamax. Betamax, c'était Sony, c'était japonais. VHS, c'était JVC, c'était japonais. Et V2000, c'était néerlandais, c'était Philips. Et évidemment, ces 3 formats, ils se sont fait la guerre. V2000 a été rapidement dégagé. Pourquoi la VHS s'est imposée par rapport au Betamax et au V2000 ? C'est qu'il proposait plus d'heures d'enregistrement. Il faut compter aussi avec le fait que JVC et son système VHS n'a pas demandé de licence pour son invention, contrairement à Sony pour Betamax. Résultat, tous les fabricants vont délaisser très vite Betamax au seul profit de VHS qui se révèle moins onéreux. Moi Max, je retrouve mes habituels compères de Retour à l'écran. Salut Mick. Salut. Et salut Thib. Et ben voilà, on se retrouve encore une petite fois là, c'est cool. Allez, on repartit pour une petite session en mode vidéoclub. Lors du précédent épisode, on était resté sur un film léger, en l'occurrence 2 super flics avec Terence Hill et Bud Spencer. On repart cette fois avec un tout autre genre d'humour. On va rester dans le style comédie pour parler d'un réalisateur et d'un groupe de comiques que j'adore, auquel j'ai été élevé. On m'a piqué à ça quand j'étais petit. Les Monty Python avec... alors, j'ai choisi de parler du sens de la vie parce que j'ai vraiment un souvenir de l'avoir loué exprès. C'est moi, c'est pas mes parents, parce que les premiers Sacré Graal et tout ça, c'était souvent mes parents que j'ai découvert après et puis que j'ai adoré, mais le sens de la vie, c'est vraiment, je me souviens l'avoir loué spontanément. Alors le sens de la vie, donc c'est un film à sketch donc réalisé par le célèbre groupe comique les Monty Python, comme on dit, qui va raconter en fait toute une histoire de manière un peu comique sur les périodes de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. C'est une fille ou un garçon ? Vous ne croyez pas qu'il est un peu trop tôt pour lui imposer un rôle aussi défini ? Petit avertissement, il est possible que vous éprouviez un sentiment totalement irrationnel de profonde dépression, PD, comme on dit en langage de technicien. Alors, avalez donc ces petites pilules dodo et vous découvrirez chez vous comment on met un enfant au monde. Cassette disponible en Betamax, VHS ou film Super 8. It's Christmas in heaven. C'est décalé, complètement déjanté, c'est du vrai Monty Python. C'est réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones, toujours souvent les deux mêmes. C'est un film que j'ai loué. Je me rappelle, j'étais avec mon oncle et il y a 2 scènes qui m'ont fait hurler de rire. Notamment la scène avec un mec qui mange et qui finit par exploser. Oui, ça, elle est mythique. Bonjour monsieur, comment allons-nous aujourd'hui ? Ça irait mieux. Mieux ? Si vous m'apportez un seau, je vais dégueuler. Gaston, apportez un seau pour monsieur. Et maintenant, monsieur, prendra-t-il un petit apéritif ou bien préférera-t-il passer la commande tout de suite ? Voilà, ça, cette scène-là, l'autre il vomit partout, c'est absolument répugnant. Il y a John Cleese qui est au milieu de tout ça, qui est tout propre, tout net, qui bronche pas. Enfin voilà, film à sketch des Monty Python, c'est peut-être pas leur meilleur. Ouais, il est clairement en dessous de Sacré Graal et La vie de Brian, mais il mérite quand même d'être vu. Hein. Ouais. Il y a un truc que t'as pas précisé, c'est que le film a été présenté au Festival de Cannes en 1983 et qu'il a remporté le Grand Prix, c'est-à-dire le prix juste en dessous de la Palme d'Or. Ah, en plus, oui, tout à fait. Ce qui paraît dingue aujourd'hui de voir un film comme celui-là remporter un prix à Cannes. Après, c'est pas illogique non plus parce que pour moi, c'est un film ultra visionnaire et toujours terriblement d'actualité. Ça commence avec le sketch d'intro qui est absolument fabuleux, qui a été réalisé par Terry Gilliam et qui annonce déjà Brasil dans sa critique du modèle libéral. Dans la désolation de l'an 1983, alors que sombre l'Angleterre stagnait dans le poteau noir de la dépression, les bons et loyaux employés de la compagnie d'assurance permanente, une affaire de famille honorable récemment tombée en décrépitude, ployait sous le joug tyrannique d'une nouvelle administration. It's the meaning of life. Et le reste aussi, parce que c'est un film qui critique les conventions, le consumérisme, les religions, les dérives technologiques. Ah ouais, il y a plein d'idées. Ouais. Voilà, le film il s'attaque à tout et à tout le monde. Ouais. C'est un film hyper corrosif, hyper subversif, hyper trash aussi.
et plus que jamais terriblement d'actualité 40 ans après sa sortie. Voici pour finir absolument gratuitement des photos de pénis pour faire la nique à la censure et si possible provoquer une bonne controverse car il semble que ce soit le seul moyen de nos jours d'arriver à pousser au cul le public de l'audiovisuel pour le ramener enfin au cinéma. Télévision en famille, mon cul, ce qu'ils veulent c'est de l'obscène, de belles petites soirées tronçonneuses quand ces dames organisent une soirée Tupperware, des babysitters poignardés avec des aiguilles à tricoter par des PD candidats au pouvoir, des groupes d'autodéfense qui étranglent des tendons, des bandes armées de critiques qui exterminent des chèvres mutantes. Où il est le cinéma marrant? Même si c'est pas mon préféré et c'est peut-être pas le meilleur, moi je préfère, enfin mon préféré restera toujours Sacré Graal et derrière La Vie de Brian, mais celui-ci moi je le trouve extraordinaire aussi. Moi c'est un film que j'avais vu, je l'avais pas loué, c'est un film que j'avais vu sur Canal. Pourtant, j'avais loué les 2 premiers. J'avais loué justement Sacré Graal, qui était sorti chez la Gayville, parce qu'en fait, la Gayville, c'était la société de distribution et de production de Yves Robert. Et c'est Yves Robert, en fait, qui a importé les Monty Python en France. Merci Yves Robert. Yves Robert, donc le réalisateur du Grand Blanc avec une chaussure noire, qui a aussi poussé Pierre Richard à être réalisateur avec Le Distrait, et qui a réalisé aussi le diptyque Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis. Et donc Yves Robert un jour débarque à Londres et il va voir en salle, je crois que c'était avec Jean-Loup Dabadi d'ailleurs, ils vont voir en salle à Londres Sacré Graal et il ressort de la salle, il dit il faut absolument que je montre ce film en France. Donc il a acheté les droits et donc il a distribué le film en salle en France et ensuite il l'a sorti en vidéo dans sa société qui s'appelait La Gayville. La Gayville c'était le nom du moulin dans lequel il habitait avec Danielle Delorme, sa femme, qui était actrice aussi. Après, il y a eu La Vie de Brian, qui était sorti chez Thorn EMI, une autre société de distribution anglaise pour le coup. Et donc, Le Sens de la Vie, je crois que c'est sorti chez la Fox. Ouais, CBS Fox, ouais. Et, mais moi, je l'ai découvert sur Canal. Et voilà, pareil que toi, en fait, c'est un film que j'adore. Le film à sketch, c'est un exercice extrêmement difficile. Les Italiens étaient très forts pendant une époque à faire des films à sketch. Ouais. Nous, on s'est toujours un peu cassé la gueule, les Français, avec ce format-là. Mais en tout cas, celui-ci est extrêmement réussi à mes yeux et toujours très très fort. Moi, je me souviens... c'est pas moi qui l'avais loué, mais c'était mes oncles, etc. Je me souviens de mettre la cassette, je connaissais pas du tout de quoi ça parle, je me suis pris un truc dans la gueule parce que c'est hyper corrosif, je m'attendais pas du tout à ça et bon alors comme vous j'ai été marqué par le personnage obèse dans le restaurant etc, mais une autre scène aussi c'est le mec qui est un donneur, c'est un donneur de rein ou de foie ou je sais plus quoi, mais il est toujours vivant, puis on toque chez lui puis on dit bah de toute façon il est donneur, on a besoin de l'organe, il faut le récupérer et puis il y a sa femme qui dit mais il est encore vivant. Et il a signé, et puis les mecs ils sont en train de lui ouvrir le bide pour enlever le charcuter pour récupérer l'organe. Bonjour, on vient chercher votre foie. Je m'en sers encore. Allons, monsieur, allons, faites pas de salade, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Et ça, c'est quoi? Une carte de donneur de foie. Eh bien, faut vous en dire plus? Non. Écoutez. Et moi qui étais plutôt déjà fan de films d'horreur, etc., ça m'a fait vraiment mourir de rire. Mais en même temps, choqué. Parce que aussi, en même temps, moi, je ne savais pas ce que c'était être donneur d'organes à ce moment-là. Parce que j'étais tout minot, quoi. Et du coup, je me souviens avoir demandé à mes parents, mais c'est quoi ce truc? Parce que si on donne les organes, on est vivant, c'est des conneries, pas des conneries, etc. Enfin, voilà. Les réflexions de gamin, quoi. Mais ouais, le film, c'est hyper corrosif. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas revu depuis des années. J'aime bien les Monty Python et tout ça, mais je suis pas non plus complètement totalement adepte au point de les revoir régulièrement, même si tu vois Look is the Fletchwood ou des trucs comme ça me fait marrer. Mais je sais pas, j'ai du mal à y revenir. Moi, par contre, c'est des films que je peux revoir, mais bon, j'adore Gilliam, j'adore les Monty Python. Non, après, moi, je déteste pas, hein, j'aime bien aussi, mais j'y retourne pas. Et bizarrement, j'ai pas l'envie d'y retourner. C'est très étrange, alors que je garde des super souvenirs, après, j'ai des images en tête, etc. Voilà. Moi, je sais pas. C'est plus ça ma cam que. Bah, c'est d'ailleurs toi qui m'as fait vraiment découvrir. C'est toi qui m'as fait découvrir. Je me souviens que tu m'avais donné La Vie de Brian et... Sacré Graal. Sacré Graal, ouais, merci. Mon seul regret dans Le Sens de la Vie, c'est qu'on n'a pas assez... il manque un peu les dessins, les animations de Gilliam, qu'il a mis de côté, que j'adorais, que je trouve absolument brillante, complètement farfelue, avec des idées complètement... Enfin bon, et j'adorais ça, quoi, dans les films. Il en reste quand même au début du film, hein, mais c'est vrai qu'il y en a quand même moins que dans les autres films du groupe.
Bon, moi je vais conclure avec une petite ref de la vie de Brian pour rendre hommage au Monty Python. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Alors moi, on reste chez les anglo-saxons, mais on va aller au Canada pour un film d'horreur particulier. Et donc, je vais vous parler d'un film de David Cronenberg qui date de 79, qui s'appelle en français Chromosome 3. Quel titre bizarre. En anglais, c'est The Brood. Et donc, c'est avec Oliver Reed, qui a un troisième rôle. Et puis, les deux autres personnages principaux, c'est Art Hindle. Et puis, la femme un peu spéciale, c'est Samantha Eggar. Alors bon, de quoi ça parle ce film ? C'est en gros, c'est une histoire de divorce qui se passe pas très bien. On a la femme dans le couple qui est placée sous surveillance du docteur Raglan, donc Oliver Reed, qui a développé une nouvelle méthode un peu étrange entre le psy et l'organique pour soigner les troubles mentaux. Tu ne me regardes pas dans les yeux. C'est moche. Seuls les faibles font cela. Exprime ta colère, montre ce que tu ressens en toi. Regarde ça. Je te regarde. Je vois tout ce que tu fais, Michel. Il y a des histoires d'excroissance un petit peu comme ça. Enfin, c'est un peu étrange ce qui se passe. C'est un peu sectaire, étrange comme ça. Et puis nous, on suit plutôt le mari, qui s'appelle Frank, qui découvre d'ailleurs au fur et à mesure les ecchymoses sur le corps de sa femme, et puis sur sa fille aussi, qui commence à avoir aussi des petites choses aussi qui se présentent. Et puis voilà, c'est un divorce qui va pas bien se passer. Et en fait, à partir du moment où le père veut garder sa fille pour lui, quoi, en gros, dire voilà, on va se séparer, c'est moi qui vais avoir la garde de la petite. Et là, il va y avoir des attaques de petits monstres, voilà, qu'on va découvrir, qui ont des tailles d'enfants. Et voilà, j'en dis pas plus, parce que j'en ai quand même déjà beaucoup dit. Et en gros, on a le droit de spoiler maintenant. Ce qu'il faut préciser, c'est que la femme, donc, elle est sous surveillance psychologique auprès donc d'un médecin, mais qui est plutôt un gourou parce que ça se passe au sein d'une communauté où il y a d'autres patients et que les méthodes du médecin, comme tu le précisais tout à l'heure, Mick, sont un peu particulières. C'est ça. Et au bout d'un moment, en fait, le gourou qui sent que la situation lui échappe, il renvoie en fait tous les autres patients et pour se consacrer uniquement à cette femme qui a vraiment des troubles très très profonds. C'est la déesse, et elle est la seule à l'intéresser. Nous autres, nous ne comptons plus. Et elle ne doit même pas payer pour ça. Il nous a fichus dehors. Nous tous. Il s'est enfermé. Oh. Oui, c'est vrai, j'ai pris contact avec quelques-uns des autres. On les a fichus à la porte de Somma-Free et leur thérapie est suspendue. Tous sauf votre femme. Elle y est encore. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Mais oui, bien sûr, je le sais. Il a voulu être seul avec elle. Le docteur Redline veut à tout prix être seul avec votre femme. Et donc, pour se venger de son mari et aussi de ses parents, qui l'ont maltraité, on le comprend tout au long du film, elle va enfanter plusieurs enfants, des enfants difformes, qui vont attaquer tous les proches du mari et ses proches à elle. Ah ouais, toi t'es full spoiler quoi. Ah mais complètement. Non mais faut y aller. Non mais faut y aller. Ouais, faut y aller. J'ai pas raconté la fin. Bon, de toute façon, c'est comment tu veux raconter ça de toute façon. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est une sorte de catharsis pour Cronenberg parce qu'il était en plein divorce et c'est sa manière à lui de machin. Justement, à l'époque, la femme de Cronenberg a été sujette à de gros troubles psy. C'est pas facile à dire. Gros trouble psy donc, mais elle avait tout de même obtenu la garde de leur fille. Et Cronenberg a dû faire enlever sa fille pour pouvoir la récupérer. Et il l'a sauvée de sa mère. Et on a là quasiment toute l'histoire de Chromosome 3. Et pour moi, c'est un premier vrai gros souvenir de vision de film d'horreur.
Et à cette période-là, alors moi je cible ça autour de 80-81 par là. Il y avait une VHS, je crois qu'elle était sortie sous les éditions Lumière, si je dis pas de conneries. Alors j'avais vu un film qui s'appelait Hallucination avant en entier, qui est un petit film anglais entre le thriller et tout ça, mais c'est vraiment Chromosome 3, c'est le vrai premier gros film d'horreur que j'ai vu, et il m'a quand même plutôt marqué au fer rouge, quoi. Parce que même encore aujourd'hui, il me met très 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 mal à l'aise. Il y a une force un peu étrange dans le film. Mais en fait, qu'est-ce qui m'avait mis mal à l'aise ? C'est le fait que ça soit des gamins qui agressent. Notamment, ils agressent une maîtresse. Et donc, comme j'avais l'âge de ces gamins-là, il y avait un truc hyper bizarre et ça m'a mis très très mal. Même j'osais pas l'avouer à mes parents parce que je voulais continuer à voir des films d'horreur en disant mais si je gère. On a tous fait pareil, hein. Voilà, mais en fait j'étais flippette parce que des fois quand j'entendais mes parents peut-être dormir à côté, ça ronflait ou je sais pas quoi, j'avais l'impression que c'était les gamins qui étaient sous mon lit, donc j'en ai bavé pendant quelques temps. Et le film, moi, j'ai pas voulu le voir pendant très longtemps. Après, je l'ai revu une fois que je suis devenu adulte et il m'a toujours mis mal à l'aise. Et puis aussi, c'est un peu une marotte parce que pourquoi je l'ai vu aussi, c'est parce que en fait, moi, j'allais très souvent chez ma grand-mère et je passais même des fois des week-ends entiers chez elle. Et il y avait encore ces deux plus jeunes fils qui sont des oncles avec lesquels j'ai pas un grand écart d'âge, et j'avais mon oncle Philippe qui est décédé aujourd'hui, qui lui collectionnait les VHS. Donc en fait moi j'ai eu ce virus là de la collectionnite avec lui, et dans les premières VHS qu'il a eu, il avait Chromosome 3 qui est vraiment un truc qui est sorti très 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 trop au début de l'ère de la VHS, quoi. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui encore le film, il y a toutes les thématiques de Cronenberg, hein, voilà, le psychique qui est mêlé à l'organique. C'est la première musique de Howard Shore. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, toutes ces autres musiques sont faites par Howard Shore, qui est un grand musicien qui travaillera après pour Le Seigneur des Anneaux, etc., entre autres, qui a signé le super score de La Mouche. Et d'ailleurs, dans La Mouche, je trouve que la sonorité de La Mouche et la sonorité de Chromosome 3, il y a quelque chose d'un peu comme ça en commun. Et ça fait partie, David Cronenberg, Dario Argento et John Carpenter, ça fait vraiment partie des premières personnes dont j'ai identifié le nom des réalisateurs, en me disant « mais il y a un nom qui revient régulièrement dans les films que j'aime bien ». Donc les deux premiers, c'était Dario Argento et Carpenter, mais David Cronenberg était dans le lot, et comme quoi, en fait, c'est toujours des réals que j'idolâtre encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Et puis après, il existe un Blu-ray chez Pathé, mais il faut attendre un petit peu parce que là, il y a eu récemment une restauration 4K, donc j'imagine qu'il y aura probablement un très beau Blu-ray qui va sortir, je sais pas, chez Potemkin ou quelqu'un comme ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du film ? Dégueulasse. Dégueulasse, il n'y a pas d'autre terme. Non, mais ouais, putain, c'est traumatisant. Moi, des fois, je vois des minots avec des imperméables, j'ai ça dans la tronche, quoi. C'est pas possible. C'est terrible. Puis toutes les séquences, voilà, où elle enfante. C'est pas trop en dévoiler, mais c'est juste atroce. Ah ouais, cette excroissance, là, dégueulasse, là. Voilà. Et toi, Max ? Moi, je me souviens plus la première fois que je l'ai vu. C'est sûr que je l'ai pas loué. Peut-être sur M6 ? Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais que je l'avais acheté en DVD parce que au début de l'ère du DVD, en fait, il était sorti en double programme avec Dead Zone, un autre film de Cronenberg que personnellement j'adore. J'ai le souvenir de l'avoir vu ou revu, je sais plus, en fait. Vraiment, j'ai peu de souvenirs de ma première vision de Chromosome 3, mais je sais que je l'ai vu tard. Et oui, comme vous, en fait, c'est un film assez... Enfin, comme toujours, il y a ce côté très organique, un peu dégueu chez Cronenberg qui est assez fort, mais c'est vraiment pas celui que je préfère dans sa filmo. Alors certainement parce que je l'ai vu beaucoup plus tard que vous. Voilà, quand je l'ai vu, j'avais trouvé ça sympa. Il y a quelques scènes chocs qui restent efficaces. Mais honnêtement, par rapport à des scanners, ou La Mouche, ou Dead Zone, comme je le disais, pour moi, c'est quand même un cran en dessous. Alors justement, je l'ai revu il y a pas longtemps et je trouvais que le rythme était quand même assez lent. Plusieurs fois, j'ai quand même regardé l'heure. Je trouvais aussi qu'il y avait quand même quelques trous dans le scénario. Enfin, plutôt, je trouvais que le scénario était pas complètement abouti. Voilà, j'aurais aimé quelques explications de plus là-dessus, quoi. Encore une fois, je pense que j'ai pas eu le même impact que vous. En tout cas, le film a pas eu le même impact sur moi que sur vous. Parce que je pense réellement, parce que je l'ai vu beaucoup plus tard que vous, que je l'ai vu adulte. À ce moment-là, j'avais quand même vu
déjà beaucoup de films qui m'avaient traumatisé. Et celui-ci, même s'il y a encore une fois des scènes assez chocs, hein, mais je sais pas, moi ça m'a moins marqué finalement, et aussi parce que voilà, je trouve le film un peu plus faible que ceux de Cronenberg que j'avais vus auparavant et qui m'ont vraiment qui ont eu un vrai impact sur moi. Voilà, pour le reste, j'ai pas grand chose à dire. Ouais. Voilà. Non, mais après, moi, j'en parle parce que ça fait partie de mes premiers souvenirs de VHS, ça fait partie de la thématique, quoi. Et que c'est associé à mon enfance, à mon oncle, à tout ça. Mais c'est sûr que ouais, j'ai du mal à me le revoir régulièrement. Hein. J'arrive beaucoup plus facilement à regarder La Mouche, Scanners, Dead Zone, que j'adore, tout ça, que Chromosome 3, où bon, je me fais un peu violence. C'est un peu comme quand je me remate Maniac, je me demande pourquoi je m'inflige ça, tellement c'est hardcore pour moi, quoi. Voilà. Mais moi d'ailleurs, en fait, je pense que je l'ai vu en tout et pour tout 3 fois. La première fois, honnêtement, je pense que j'avais complètement occulté certaines parties que j'avais complètement oubliées, que j'ai revues donc quelques années plus tard, et j'avais encore occulté toute cette partie justement avec les protubes. En fait, ouais, franchement, j'ai surtout à chaque fois c'est un choc. Ouais, à chaque fois c'est les gamins qui me traumatisent, les gamins me traumatisent, oui. et en fait du coup je zappe cette partie-là, je sais pas pourquoi, et voilà. Non, ces gamins là, ça me fait penser aussi un peu comme dans l'expérience interdite avec les gamins qui courent après toi, c'est des trucs comme ça là. Bon, peut-être parce que aussi j'ai été peut-être un peu malmené à l'école aussi des fois par des bandes. Alors je sais pas, ça doit me revenir, ça doit m'évoquer des trucs, je sais pas. Non, mais il y a un truc qui est flippant aussi, parce que de la manière dont ils sont présentés, on les voit mais pas vraiment. En fait, ils ont des sales visages, hein. Ils ont une respiration étrange comme ça, et des fois on n'entend que leur respiration. C'est voilà, la manière dont ils tuent la maîtresse, enfin c'est atroce, enfin voilà. Mais en même temps, le film, comme il y a un discours un peu psychanalytique qui s'intègre bien à la fois ce que traversait Cronenberg, c'est vraiment un super film. On est en train de dire voilà, que c'est un peu écœurant. C'est sûr qu'il faut avoir le cœur accroché, c'est pas le film qu'on se mate à Noël en famille, mais le truc c'est... Après c'est pas si gore, mais vraiment c'est... C'est pas si gore, mais non, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Ouais, l'ambiance c'est hyper fort. Scanners, c'est pareil, c'est des ambiances qui sont pesantes, qui sont lourdes. Mais c'est pire parce que Scanners, il y a un petit côté comic book dans le film, je trouve. Tu vois, avec ces sortes de super pouvoirs, etc. Et puis un peu d'action, un mélange espionnage et tout ça, qu'on n'a absolument pas dans Chromosome 3, qui est une sorte de drame latent, un peu. Peut-être que ce qui se rapprocherait le plus aujourd'hui, c'est peut-être certains films de Lars von Trier, par exemple, ou Cronenberg, parce que c'est presque un genre en soi. Mais voilà, il est très particulier, quoi. Mais si, voilà, les auditeurs, ça les intéresse, ceux qui ont le cœur accroché, etc., regardez-le, vous le regretterez pas, parce qu'il est vraiment particulier, quoi. Et il s'oublie pas, je pense. Ah bah ça laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Bon, tu parlais de Maniac de William Lustig, qui est un véritable film de vidéoclub, et avec sa jaquette, son affiche mythique, sa jaquette qui faisait partie de la collection Les films que vous ne verrez jamais à la télévision de René Château. René Château présente Maniac. Votre vie sera un enfer si le maniaque s'intéresse à vous. Mais je vais pas vous parler de Maniac, mais de Maniac Cop, un autre film de William Lustig qui est sorti 7 ans plus tard. Et à cette époque-là, William Lustig, il avait plus tourné depuis 5 ans. Son dernier film, c'était Vigilante, et Vigilante, donc c'est un vigilante flic, donc un film de justice expéditive. Donc là, il revient à son genre un peu de prédilection, le film d'horreur. Alors Maniac Cop, c'est pas forcément un film d'horreur, c'est un polar d'horreur, on va dire.
Et même s'il a beaucoup de points communs avec Maniac, justement, je vais en parler. Donc Maniac Cop, ça parle de quoi ? Donc Maniac Cop, ça se passe à New York. Il y a un homme en costume de policier qui commet toute une série de meurtres. Donc on voit pas son visage, on voit juste que c'est un flic qui a une espèce de bâton de policier, mais dedans se cache une lame en fait. Et donc il tue dans la rue la nuit, il tue des prostituées, il tue souvent des femmes. Donc on revient un peu à la thématique de Maniac, sauf que là on ne sait pas qui c'est, on ne voit pas son visage, et donc devant cette série de meurtres, il y a un flic qui est joué par Tom Atkins, qu'on voit dans Halloween 3, on en a parlé dans un précédent épisode sur les vidéoclubs, qui mène l'enquête, et il va être aidé par deux flics d'abord qui sont soupçonnés, en tout cas l'un d'eux qui est joué par Bruce Campbell, qui est soupçonné d'être ce flic-là, mais qui n'est pas le meurtrier, et on va découvrir finalement que ce tueur, c'est un dénommé Matt Cordell, et Matt Cordell, c'était un ancien flic qui avait été accusé et jugé coupable de corruption à une époque, qui avait été arrêté et mis en prison, et il avait été assassiné en prison par d'autres détenus, mais qui est revenu à la vie et qui donc s'est échappé et se venge en commettant des meurtres. Il y a quelque chose dans les rues. Quelque chose dans l'ombre, dans la nuit, qui tue. Tu vois un flic faire ça, toi ? Pourquoi pas ? Si j'ai bien compris, vous êtes persuadé que c'est un officier de police qui a fait ça. Il va continuer. Il aime tuer. Il frappe sans raison. Il est ici! Sans pitié. Et il tue qui? C'est un flic. Le danger se cache derrière chaque insigne. Chaque uniforme. Quand un flic se met à tuer, personne n'est à l'abri. J'ai dit au gosse que s'il voyait un flic, fallait qu'il change de trottoir. Il vous trouvera où que vous soyez. Mallory, brigade des mœurs. Il s'en prendra à vous, qui que vous soyez. Faites attention! Rien ne peut l'arrêter. Pas même les balles. C'est un déséquilibré que vous devez affronter ou mourir. Vous pouvez le combattre ou vous taire pour toujours. Bruce Campbell dans Maniac Cop. Donc c'est un film qui est entre le film fantastique, le slasher, on est un peu dans Maniac, on est un peu dans le slasher traditionnel, ça mélange un peu tous les genres. C'est un film qui a été écrit par Larry Cohen, donc c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup de séries B horrifiques dans les années 70-80. Et donc c'est un film à petit budget, une petite série B très sympa, pas excessivement gore, un film typique que l'on pouvait trouver par lot entier dans les vidéoclubs. Donc c'est un film qui est à petit budget, qui a été d'ailleurs en partie financé par Sam Raimi, parce que à l'époque William Lustig ne trouvait pas assez de financement pour le faire, son film, parce que il avait plus tourné depuis donc Vigilante, il était un peu mis sur la touche, et donc il voulait se faire ce film, et c'est grâce au réalisateur d'Evil Dead qu'il a pu faire ce film. Et donc c'est comme ça que Bruce Campbell, qui joue donc Ash dans Evil Dead, a participé à ce film. Bruce Campbell, lui aussi, à cette époque-là, il était un peu dans le creux de la vague, il a accepté de faire le film parce qu'il avait besoin d'argent aussi. Et aujourd'hui, en fait, c'est un film qu'il assume pas tellement parce qu'il trouve le film pas très bon. Moi, je suis pas forcément d'accord avec lui, je trouve que c'est une série B plutôt sympa, dont il y a eu 2 suites, Maniac Cop. Ouais, il a fait le taf, en tout cas. Il fait le taf. Le film, donc, il est assez court, il fait 1h20 à peu près. Le déroulé est extrêmement classique, donc il y a des meurtres, une enquête, l'affrontement avec ce flic mort-vivant, finalement, et une scène finale qui est plutôt sympathique sur un quai du port de New York. Vous avez entendu parler de Matt Cordell ? Qui n'en a pas entendu parler ? Il est mort en prison, j'étais même pas encore dans la police. Et si on s'était trompé, qu'il ne soit pas mort, et qu'il tue des innocents maintenant ? Du point de vue légal, il était mort, j'en suis certain. Je n'ai pas le sentiment d'avoir menti en signant le certificat de décès. Il n'était plus possible pour lui de retrouver les fonctions d'un être humain. Vous ne lisez pas la presse, on dirait. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Vous auriez dû le voir sur la table d'opération, il était en pièces. C'est le système qui l'a pourri. Les hommes politiques l'ont fait mettre en prison et les prisonniers ont fait le reste. Et vous arrivez tous les deux pour détruire ma vie et ma carrière. On ne veut rien détruire, Dr. Gruber. Ce qu'on veut, c'est se débarrasser de Matt Cordell. On veut l'enterrer une bonne fois pour toutes. Donc il y a eu 2 suites en fait, une qu'on avait vue en salle en 90 avec toi, Mick, qui était très bien. Et ensuite il y a eu un 3e film qui a été un peu une production un peu compliquée, mais en tout cas ce premier film, moi je le trouve toujours très sympa à regarder aujourd'hui. Il y a beaucoup de similarités, notamment dans les meurtres avec ceux de Maniac, même si le film est beaucoup moins gore, mais il y a cette même ambiance un peu crasseuse avec ce mec qui poursuit des nanas dans la rue jusqu'à les tuer. Il y a cette même photographie aussi belle qu'angoissante. Et il y a cette musique aussi qui est composée par Jay Chataway, qui est le même compositeur que
celle de Maniac. Tu disais que Maniac, c'est difficile à regarder. C'est vrai que encore aujourd'hui, c'est un film extrêmement choquant, encore une fois. Hein. L'ambiance est très crasseuse, très glauque. C'est un film qui met toujours mal à l'aise aujourd'hui, Maniac. Maniac Cop, donc... L'autre, beaucoup moins, mais en tout cas, qu'il se laisse encore regarder aujourd'hui et qui a été véritablement un hit de vidéoclub, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis. Parce que le film, en fait, il était sorti dans des cinémas un peu greenhouse, tout ça, dans des sorties très limitées, mais c'est le vidéoclub qui a fait exploser, en fait, le succès du film et qui a fait que Lustig a fait deux suites derrière. Ouais. Ben moi, là, j'ai appris récemment que Larry Cohen, il a écrit le film. Enfin, c'est une idée. Larry Cohen a parlé à Lustig en disant mais il faudrait que tu capitalises sur Maniac, fais un Maniac 2 et tout ça, et donc Lustig voulait pas, et il lui a dit comme là il y a des trucs en ce moment avec des cops, Beverly Hills Cop, etc., t'as qu'à faire Maniac Cop. Ça a fait tilt visiblement, enfin c'est les gars de Capture Mag qui en parlent, et apparemment ça a fait tilt. Larry Cohen, qui était un gros scénariste qui savait bien, qui a plein de scénarios à son actif, qui écrit très très vite et qui a commencé à pondre le film, et comme Lustig connaissait aussi Sam Raimi, donc Bruce Campbell, par effet de cause à effet, ils ont commencé à tourner sans avoir le scénario, en fait. Ils ont commencé à tourner à la Saint-Patrick pour avoir les effets de foule, etc., avec Bruce Campbell, en disant bien à Bruce Campbell, choisis bien tes vêtements parce que c'est ce que tu vas avoir pendant le film. Et donc ils ont tourné ça en essayant d'inclure les séquences qu'ils ont mis en place. Et puis l'autre truc aussi, c'est qu'il y a la tagline qui est juste énorme, hein. Vous avez le droit de garder le silence pour toujours. C'est vrai que ça, c'est aussi parmi les taglines mythiques des années 80 et tout ça, quoi. Donc là, tout ça, c'est pas de moi, hein, c'est vraiment de Capture Mag, mais c'était vraiment hyper intéressant de découvrir les coulisses de Maniac Cop. J'en savais pas beaucoup sur le film. Et le film, ouais, il est chouette. Moi, je l'avais découvert aussi en vidéo. J'étais hyper content parce que Bruce Campbell, voilà. Bien que ce soit pas forcément son meilleur rôle, ou je le trouve pas spécifiquement bon dans le film. Mais ça reste un chouette film, l'ambiance elle est assez poiseuse, c'est vrai que la musique marche vraiment bien, et je l'avais vu même plusieurs fois, je l'avais même reloué et tout ça, parce que j'aimais bien le principe, j'adorais et j'adore toujours les slashers, mais c'est vrai que le deuxième, qui part dans autre chose, il est peut-être supérieur en fait. En fait, le deuxième, c'est un peu comme Blade 2, quoi. Il y a un côté presque comic book mélangé, avec plein de références. Ouais, apparemment, il était assez fan du cinéma hongkongais et tout ça. Mais vraiment, le 2 est peut-être même encore plus fun à regarder. Mais le premier, c'est une bonne série B de la fin des années 80. Parce qu'à la fin des années 80, il n'y a pas que des bons films d'horreur en fait, hein. Et donc celui-là, il sort du lot, je trouve. Ouais, parce qu'on est en pleine période du déclin. Il y a pas mal de films d'horreur hyper cheap qui commencent à sortir parce qu'il y avait moins en moins de budget pour ces films-là, et celui-ci il tient encore la route malgré, en tout cas le premier il tient bien la route malgré un budget limité. Le deuxième est meilleur, et je suis d'accord avec toi parce que déjà le budget était meilleur, il y avait plus de budget puisque le premier avait bien marché. Le 3 c'est un peu plus compliqué, on pourrait faire un truc là-dessus. Le troisième est pas bon, mais pour des raisons vraiment de production très très compliquées. D'ailleurs Lustig, je crois qu'il l'a même pas terminé le film, il a été terminé par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce premier film, c'est un film que voilà, moi je l'avais loué, je l'avais revu sur Canal, je l'avais acheté ensuite en VHS, je l'ai racheté ensuite dans un coffret où il y a les deux premiers en tout cas, oui, en DVD. D'ailleurs je crois qu'on le trouve toujours, ce petit coffret, il est toujours trouvable en d'occasion. William Lustig depuis est devenu distributeur de films en DVD et Blu-ray, donc sa société c'est Blue Underground, et donc le film est facilement trouvable chez Blue Underground, parce que l'avantage de Blue Underground, c'est que souvent il y a ou les sous-titres français ou le doublage français, même si ce sont des Blu-ray américains, et qui sont dézonés, donc ils sont facilement commandables et trouvables, et facilement regardables finalement chez nous. Et donc Maniac Cop, comme c'est en plus un de ces films, il est plutôt bien traité en édition Blu-ray. Ouais, Blue Underground, en plus, c'est vraiment parmi les premières éditions mondiales qui a remis au goût du jour pas mal de films qu'on aime bien, les Fulci, les trucs comme ça. Il a cette cinéphilie-là. Il est très important. En fait, il a lâché sa carrière de réalisateur pour plein de raisons, plein de déboires. Mais sa deuxième partie de carrière est intéressante aussi. Alors,
voilà, ça fait plus partie de la filmographie, mais il a vraiment ce sens du partage qui est hyper chouette, quoi. Et toi, Thibaut ? Ouais, bon, moi c'est un film, comme je disais, oui, c'est un film qui fait le taf. Hein. Oui, voilà. J'avais loué le premier. C'est des trucs. Bon, c'est sûr que c'est pas génialissime, mais on s'en rappelle. Oui, mais... On passe un bon moment. Et puis le méchant, il a quand même une sacrée présence, une sacrée gueule. Et oui, Robert Zdar. Comme tu dis, Bruce Campbell est pas forcément génial, mais comme tu disais aussi, il avait pas forcément envie de le faire. Donc bon, il est pas très impliqué, on va dire. Mais par contre, voilà, le Maniac Cop, il est extraordinaire, quoi. Donc c'est lui qui fait le boulot. Donc oui, en revanche, j'ai jamais vu le 2 et le 3. Je vais me voir le 2, du coup, là, je vais me télécharger. Ah, le 2, je pense que ça te plairait. Je vais me faire le 1, d'ailleurs, je vais me refaire les deux, là. Ah, bah, tu vois, ça t'a donné envie au moins de revoir le 1 et de voir le 2. Ouais, bah, bien sûr, bah, c'est pour ça, hein, c'est le fait d'en parler, hein, de toute façon, qui me donne à chaque fois envie de m'y remettre. Petite mention pour le comédien qui joue le Maniac Cop, hein, c'est Robert Zdar, qui est un comédien avec un physique particulier, enfin surtout une mâchoire proéminente comme ça. Visiblement, c'était une maladie. Et on l'aperçoit aussi dans Tango et Cash, qui là il sera pas maquillé, on le voit comme ça, c'est Conan dans Tango et Cash, si vous l'avez vu, vous voyez de qui je veux parler. Si vous l'avez pas vu, voyez Tango et Cash, que c'est obligatoire. Les portes de notre vidéoclub se referment une nouvelle fois, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans lequel nous remettrons en lumière 3 nouveaux films qui ont marqué nos années VHS. On reviendra tout d'abord sur le second et peut-être le meilleur opus de la saga Star Trek, puis sur l'effrayant Bloody Bird qui a pris son envol de l'autre côté des Alpes, et enfin sur Dark Angel, une série B improbable avec Dolph Lundgren. En attendant, tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.